On enchaîne avec un autre paramètre. Ouais. Alors, qui est le côté vertical et horizontal. Alors, c'est une terminologie qu'on retrouve aussi dans d'autres sports autres que le tennis. Alors, qu'est-ce qu'une personne verticale? Eh bien, une personne verticale, on va prendre l'exemple du tennis pour que ce soit parlant. C'est des gens en fait qui sont très organisés sur l'avant et l'arrière du court. Donc, des gens qui sont très organisés dans l'axe, très efficaces dans l'axe. Hein, si on va continuer avec Federer, qui est un vertical. Voilà, on s'aperçoit qu'il arrive à réagir très très vite sur l'avant et l'arrière de la ligne. Il peut reculer très très vite. Il peut aussi aller très très vite vers l'avant. Voilà. Donc globalement, sur le plan psychologique, c'est des gens qui sont assez fonceurs, qui aiment bien conclure. Ils ne se posent pas trop de questions, ces gens-là. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont assez rapides dans leur prise de décision. Et donc le côté horizontal, c'est des gens en fait qui sont dans le tennis, qui sont très à l'aise sur la largeur du court. Donc on va reprendre Nadal, et c'est un joueur horizontal. Je pense que vous l'aurez compris quand on le voit jouer à Roland-Garros, les balles qu'il va chercher à droite et à gauche, et cette capacité qu'il a d'être très à l'aise sur la largeur du court. Alors, sur le plan après psychologique, c'est des gens qui prennent plus leur temps, qui ont des a priori un petit peu plus, donc ils sont aussi un peu plus lents dans leur prise de décision en tous les cas. Voilà. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, ça se passe, cette préférence se passe au niveau du cerveau, hein, au niveau un petit peu du flux un peu énergétique et au niveau du système nerveux. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des verticaux, ça fonctionne plus vite que les horizontaux. D'accord. Voilà. Donc pareil, c'est un paramètre qui est structurel. C'est-à-dire que même si on change de profil, on changera pas. Si on est un vertical, on restera vertical. D'accord. Mais par contre, à le savoir, après, ça oriente nos choix tactiques, tu vois, de savoir, c'est important ça pour nos élèves. Ouais. Quelqu'un qui va te dire, mais non, moi j'adore Nadal, mais au final, tu es vertical, il vaut mieux que tu ailles un peu vers l'avant, mon petit gars. Bien sûr. Alors après, avec l'entraînement, on peut forcément… tout faire. De toute façon, Nadal, quand il a mis les pieds dans le cours, il avance. Hein. Voilà, Federer, il est capable d'aller chercher très loin à droite et à gauche. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais dans leur nature motrice, en tous les cas, on va retrouver ça. D'accord. Okay. C'est plus des repères, Anthony, en fait. Si tu veux, voilà, moi, je suis fort à tel endroit, mais après, je peux tout faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Ce n'est pas limitant. Mais par contre, je sais que dans tel contexte, à tel endroit, je suis fort. Voilà. C'est-à-dire qu'à 3-3 au troisième, peut-être essayer de jouer quand même un petit peu plus avec ce qu'on sait faire. Ouais. Avec ce qu'on sait mieux faire. Quoi. Voilà, ça, c'est important. Ouais, je comprends. Okay. Voilà, après, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des tests pour tester la verticalité, l'horizontalité aussi des élèves. Peut-être qu'on pourra le partager, ça aussi, ces tests-là. On les rendra disponibles. Oui, c'est pas mal. Okay. Donc ensuite, haute et basse activation réticulée. Entre parenthèses, la respiration. Alors voilà. Donc là, globalement, un autre point important aussi, c'est ce qu'on appelle la haute et la basse fréquence. Alors, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des stratégies différentes visuelles avec des gens en fait qui vont être plus avec une dominante en vision centrale et d'autres en vision périphérique. D'accord. C'est-à-dire que y a des gens en fait qui vont plutôt être axés sur un côté logique, organisé et structuré. Donc ces gens-là ont besoin surtout de la vision centrale. Voilà, donc c'est des gens qui sont plutôt dans la précision, dans le détail visuel. Alors on le voit aussi beaucoup de par en fait leur regard. Ces gens-là ont un regard beaucoup plus perçant. On dit un regard d'aigle un petit peu. Ouais. Voilà, et avec notamment des mouvements oculaires en fait assez de droite à gauche et assez précis. Donc globalement, c'est des gens qui essayent qui portent une attention beaucoup en fait au détail, hein, d'accord, donc à la vision centrale. Et les gens qui vont être plutôt sur de la basse fréquence. Donc eux, c'est l'inverse. Ils vont d'abord en fait focaliser ils ont besoin de focaliser de manière assez large pour ensuite se centrer sur quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Alors dans la posture, on le voit beaucoup aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont en haute fréquence, ce sont des gens qui ont tendance à avoir une colonne assez droite et puis une tête en fait assez relevée.
Voilà. Alors que les gens en basse fréquence donc, ont plutôt en fait un tassement un petit peu du cou avec une tête qui va vers l'avant pour essayer de faire un focus en fait sur beaucoup de choses. Voilà. Alors, après, c'est en lien aussi beaucoup avec la respiration. Alors, si on parle du tennis, c'est vrai qu'on voit on entend des fois et on voit beaucoup de gens souffler à la frappe et d'autres, par contre, qui ne soufflent pas à la frappe. Ils soufflent souvent après. D'accord. Donc, ça, c'est lié aussi aux fréquences parce que quelqu'un qui est en basse fréquence, pour activer ses bonnes chaînes musculaires, il va avoir besoin d'expirer en fait à la frappe. Alors que quelqu'un qui va être en haute fréquence, il va plutôt en fait être efficace à l'inspire, c'est-à-dire qu'il va bloquer un peu sa respiration à la frappe. Donc, il est très efficace sur l'inspire et par contre, il va souffler bien évidemment après la frappe. Voilà. C'est un petit peu le même principe quand on fait de la muscu. Il y en a qui vont être forts en expirant et d'autres qui vont être forts en bloquant. Donc voilà. Donc, souvent, on dit il faut expirer et puis la personne, elle n'y arrive pas. C'est ce que j'allais te dire. Alors, souvent, on va t'entendre, on va te dire, mais il ne faut pas faire les trucs en apnée. Mais il y a certaines personnes, si. Tout à fait. Si tu regardes Gilles Simon quand il frappe, il a les joues pleines. Les joues, il a de très grosses joues. En fait, l'air est complètement contenu dans sa bouche. Par contre, il souffle après. Il souffle après. Voilà. Et Rodic, lui, soufflait à la frappe. On l'entendait. On entendait le souffle avant la frappe presque. Rodic, c'était un aérien, c'était un R, je crois. Donc ça, c'est important. Donc c'est pareil, dans les profils, on a un lien aussi parce que le profil G, qui est un profil terrien, il va souffler à la frappe. Donc on va dire Tsonga. Et Nadal aussi, il va aussi souffler à la frappe parce que c'est un profil aérien, mais il est aussi en basse fréquence. Souffler ou crier. Ou crier, ça peut être, ça peut être un. OK avec ça, tu vois, c'est quelque chose qui sort, quoi, en tout cas. Quelque chose qui sort. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, Federer, il va plutôt souffler après la frappe. Voilà. Et Wawrinka, pareil. Parce que c'est des gens qui sont plutôt en haute fréquence. Voilà. Mais là, attention, on peut faire les deux. Oui, bien sûr. On peut faire les deux parce que quand on switch d'un modèle à l'autre, voilà, c'est pas un paramètre. Surtout, je pense qu'on l'a tous vécu. Tu vois, des échanges qui durent ou des fins de match, on a plus tendance à souffler, crier. Tu vois, ou sur des échanges qui sont un peu longs, là, tu arrives à la fin, tu commences à vouloir extérioriser. Oui, bien sûr. Exactement. Et puis après, comme tu dis, quand tu n'es pas bien dans ton profil, surtout si tu n'as pas fluidifié les passages entre les deux profils, et sous stress, par exemple, quelqu'un qui est en basse fréquence, sous stress, en fait, il va avoir la respiration un peu haute et en fait, il va bloquer, quoi. Il va bloquer. Bon. Donc là, il faut retrouver la respiration, retrouver son profil pour repartir sur de l'expiration. Ça, c'est important. Alors, le point suivant, c'est… juste, Anthony, là, pour apporter une petite précision, la haute fréquence et la basse fréquence, tu vas aussi la retrouver dans le jeu de jambes, en fait. Donc, tu vas avoir des joueurs qui vont être en fréquence, beaucoup de petits pas, et d'autres qui vont faire moins de petits pas. Mais voilà, là, on va retrouver les T et les F, haute fréquence, basse fréquence dans le jeu de jambes. Exactement. Donc, si tu demandes à un joueur qui est en basse fréquence de faire toujours un travail à l'échelle en haute fréquence, on le voit moins dans le tennis, mais par exemple dans le foot où il y a des entraînements, où il y a des échelles, les mecs qui passent, on peut risquer la blessure justement parce que la personne n'est pas dans son profil. Je vois. Voilà. Après, il y en a, ils ne veulent pas y être dans ce profil-là parce qu'ils sont feignants. Peut-être, mais peut-être pas. Oui. Après, une fois que tu le sais, par contre, une fois que tu sais que c'est comme ça, tu fais, là, tu es plutôt comme ça, donc il faut que tu le fasses. Là. En général, ceux qui sont en haute fréquence, ils aiment faire là-dedans. Bien sûr. Mais après, il faut aussi travailler entre guillemets, sur les non-préférences aussi. On était obligé de faire basculer. Alors, tout à l'heure, on disait que naturellement, le corps sait faire. On peut aussi proposer au corps de passer aussi de l'autre côté. Voilà, on a des techniques pour faire passer le corps de l'autre côté aussi quand on veut travailler quelque chose de spécifique. Donc, voilà. Puis ça permet à la personne de découvrir un peu son ombre aussi, quoi. Ok. Voilà. Donc,
Jean, je partage pour l'œil moteur la diapo là. Oui, la diapo, voilà, 15. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc là, on va vous parler donc de l'œil moteur, droit ou gauche. Alors, petite précision quand même, en aparté avec Anthony, on avait une discussion donc, du coup sur cette histoire d'œil. Alors, peut-être que certains connaissent l'œil directeur. Alors, l'œil directeur, bien évidemment, existe, mais l'œil directeur est plutôt pour fonction de fixer un petit peu, c'est-à-dire que l'œil directeur, il est efficace en fait quand ça ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on fixe quelque chose, si on regarde son portable, si on regarde voilà, quelque chose de bien précis, on va être vraiment sur l'œil directeur. Par contre, dès qu'on commence en fait à faire du sport et notamment du tennis où on est tout le temps en mouvement et que le contexte est perpétuellement changeant, là du coup, on parle plutôt d'œil moteur puisque ça capte le mouvement. Voilà. Alors, ça peut être le même œil en vision, donc c'est globalement de la vision centrale et de la vision périphérique. Donc, les deux nous servent forcément quand on frappe une balle et quand on joue. Mais on a une préférence quand on capte le mouvement, donc du côté droit ou du côté gauche. Voilà, on dit qu'on met notre radar à droite ou notre radar à gauche. Donc, globalement, en fait, l'œil moteur, c'est de la prise d'information, c'est-à-dire comment on prend l'information. Et il y a un côté qui est préférentiel. Donc, globalement, si on est un œil moteur droit, donc on a une prise d'information qui est préférentielle à droite. Donc, quand on prend mieux l'information à droite, on se coordonne mieux naturellement. Et donc, on est plus rapide, beaucoup plus rapide dans cette prise d'information en portant donc notre attention sur la droite. Voilà. Ça veut dire que là, si tu es œil moteur droit, oui. Ça veut dire que tu te placerais plus sur le côté gauche du cours pour l'utiliser plus le droit ou pas? Alors, en fait, tu peux faire les deux. C'est-à-dire que si on prend par exemple un droitier en coup droit, étant donné que le côté droit, c'est sa force, si tu veux, en fait, il peut prendre la balle un peu comme il veut. C'est-à-dire que le moment de prise de balle peut être précoce comme il peut être plus tardif. Il peut laisser un peu rentrer la balle. En coup droit? En coup droit. Mais du coup, vu qu'il est œil moteur droit, est-ce que son placement ne serait pas un peu plus axé à sa gauche, du coup, être un peu plus légèrement à gauche de façon à être plus efficace, on va dire? Non, c'est-à-dire qu'on va surtout en fait l'inciter à prendre plus d'informations avec l'œil droit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tourner sa tête légèrement vers la gauche pour allumer son radar à droite. D'accord. Pour allumer son radar à droite. Il tourne, ouais. Donc légèrement. Alors, son corps reste dans l'axe du terrain, parallèle au filet. Par contre, sa tête est légèrement orientée vers la droite. Il peut orienter légèrement son regard vers la gauche de façon à prendre mieux l'information avec son radar à droite. Ce qui veut dire qu'en revers, il faut qu'il prenne tôt. En revers, il ne faut pas qu'il laisse trop rentrer la balle. Il faut qu'il arrive à la prendre tôt. D'accord. Voilà. Parce que donc je vais préciser si ce n'est pas compris. Vu qu'il a l'œil droit, donc moi je suis, donc comme ça serait œil droit, ça veut dire que si je suis œil droit, si je la laisse trop passer, que je la prends un peu en retard, du coup mon œil droit a vu passer la balle, c'est fini. Et du coup, c'est-à-dire que tu vas plus voir avec le gauche. Le gauche, bien évidemment, te sert. Mais globalement, en fait, tu vas être moins proactif parce que si tu veux, c'est moins ton côté naturel du coup. Alors que si je suis œil droit, je pourrais plus me laisser du temps et prendre un peu en derrière. Tu peux prendre un peu plus tard en coup droit. Voilà, exactement. C'est pour ça que, comme on disait avec Aziz, quand on a préparé un petit peu les choses, c'est que des fois on dit aux élèves, prends la balle plus devant en coup droit ou prends la balle plus devant en revers. Oui, bien évidemment, pour certains, ça va correspondre, mais pour d'autres, en fonction de l'œil, c'est peut-être pas forcément leur nature profonde dans tous les cas. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc ça, c'est un élément clé en fait dans l'apprentissage du tennis, ce côté œil. Et on est beaucoup, on connaît un petit peu la technique de base de tennis, mais on est beaucoup là-dessus en fait sur des représentations que l'on a. On doit jouer toujours avec un plan de frappe avancé. Oui, pour certains, beaucoup moins pour d'autres.